Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Entrons dans l'histoire. La vie de Timothy Vincent a commencé sous les lustres dorés du domaine Vincent à Greenwich, dans le Connecticut, un manoir qui brillait comme une couronne au bord de la côte atlantique. Dès son enfance, le monde de Timothy était fait de couloirs de velours, de jardins tentaculaires et de cours de tennis privés s'étendant au-delà de ce qu'un enfant pouvait imaginer. Son père, Henry Vincent, était un ancien gouverneur célèbre et un négociateur à la langue acérée qui s'est bâti la réputation de ne jamais céder à la pression publique. Sa mère, Eleanor Vincent, était une philanthrope connue pour avoir orchestré de grands bals de charité et financé des musées d'art. Elle se tenait avec une prestance royale qui faisait que même les invités les plus riches se sentaient petits en sa présence. Chaque matin au domaine Vincent commençait par une symphonie de pas, les femmes de ménage polissant les sols en marbre, les jardiniers taillant les rosiers et les chefs préparant les petit déjeuner. Comme des tableaux au milieu de ce luxe orchestré, le jeune Timothy a absorbé des leçons non pas dans des livres d'histoire, mais dans la discipline implacable de la vie de ses parents. Dès son plus jeune âge, à l'âge de 10 ans, Timothy a été préparé non seulement à réussir, mais aussi à conquérir. Ses tuteurs lui ont appris le latin, les échecs et le violon avant même qu'il n'ait 10 ans. À 12 ans, il participait à des forums de leadership pour les jeunes et à des camps de préadmission exclusifs dans des internats. Tandis que d'autres enfants passaient leur week-end à construire des forts ou à jouer au baseball dans les parcs locaux, Timothy apprenait l'art délicat de la prise de parole en public sous la tutelle de sénateurs et de professeurs à la retraite venus des universités de l'Ivy League. Henry le lui rappelait fréquemment lors des dîners, un Vincent ne vit pas simplement, il dirige. La mère de Timothy renforçait cela en remplissant leur bibliothèque de biographies de grands hommes d'État et de dirigeants. Entre d'imposantes vieilles étagères, Timothy restait assis pendant des heures à retracer la vie de Winston Churchill et de John F. Kennedy, absorbant chaque anecdote comme une écriture sainte. Son monde n'offrait aucune place à la médiocrité, et même en tant que garçon, il comprenait que chacun de ses gestes était un pas vers un trône invisible sculpté pour lui bien avant sa naissance. Pourtant, sous cette apparence soigneusement sculptée se cachait un enfant qui aspirait à une chaleur au-delà des applaudissements et des gros titres des journaux. Timothy regardait souvent les vagues de l'océan s'écraser au-delà des portes de leur propriété, imaginant une vie libérée de l'héritage et du devoir. Mais chaque moment de désir privé était rapidement éclipsé par les rappels constants de la vision de sa famille pour lui, une future présidence qui consoliderait le nom de Vincent en tant que royauté américaine. Au moment où Timothy est entré au lycée, il figurait déjà sur les couvertures des magazines de la société locale en tant que jeune futur leader. Les débats, les événements caritatifs et les sports de compétition ont rempli son calendrier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour les joie simple. Chaque victoire est devenue une exigence plutôt qu'un triomphe. Malgré cela, Timothy s'accrochait à une étincelle inébranlable en lui, une croyance que quelque part au-delà des attentes et de l'héritage il pourrait un jour trouver quelque chose qui ressemble à la vraie liberté, même s'il ne savait pas encore quelle forme cela prendrait. Alors que les jours de Timothy Vincent étaient peints en or, l'enfance de Susan Jonah se déroulait dans les ombres grises des coins oubliés de New York. Elle n'avait aucun souvenir de ses parents. Tout ce qu'elle connaissait était des souvenirs flous du doux fredonnement d'une femme et la chaleur d'une main calleuse qui lui avait autrefois tressé les cheveux. À l'âge de 5 ans, elle s'est retrouvée abandonnée à l'orphelinat Saint-Myriam de Brooklyn, une brique rouge en ruine, bâtiment qui sentait le moisi et résonnait des cris d'enfants aspirant à un amour qui n'est jamais venu. Susan apprit rapidement que la survie exigeait à la fois un instinct aiguisé et une âme douce, le premier pour naviguer dans la dureté des rues et le second pour s'accrocher à sa fragile humanité. Elle s'asseyait souvent sur le toit de l'orphelinat la nuit, ses petits genoux ramenés contre sa poitrine tandis qu'elle contemplait la ligne d'horizon lointaine de Manhattan. Chaque lumière scintillante alimentait ses rêves fous d'appartenance et de beauté. Malgré ses uniformes en lambeaux et ses chaussures d'occasion, les yeux de Susan portaient une lueur qu'aucune difficulté ne pouvait atténuer. Elle trouvait du réconfort en dessinant sur des bouts de papier qu'elle récupérait dans les poubelles et les vieilles bennes à ordures de bureau. Chaque ligne qu'elle dessinait était une déclaration silencieuse que la vie pouvait être belle, même si ce n'était que sur papier. À 12 ans, elle a commencé à se faufiler dans les bibliothèques voisines après les heures d'ouverture, se cachant derrière des étagères poussiéreuses pendant qu'elle dévorait des livres sur la décoration intérieure, l'architecture et l'art. Les bibliothécaires, d'abord agacés, ont finalement admiré sa détermination farouche et ont discrètement laissé des magazines de design là où elle pouvait les trouver. Susan a commencé à faire du bénévolat dans un petit restaurant de quartier pour gagner de l'argent pour des crayons et des marqueurs de couleur. Même lorsqu'elle était obligée de frotter des sols gras ou de supporter les mots acerbes de cuisiniers impatients, elle se comportait avec une douce dignité qui déconcertait ceux qui l'entouraient. En grandissant, la résilience de Susan est devenue son bouclier et sa boussole. Elle a commencé à transformer son espace de dortoir partagé exigu en un havre coloré en utilisant des décorations faites à la main et des morceaux de tissu qu'elle cousait elle-même. D'autres orphelins se rassemblaient, les yeux écarquillés, pendant qu'elle leur montrait comment plier des fleurs en papier ou peindre des fresques murales.
Improvisés sur leurs murs écaillés, chaque petite création ressemblait à une rébellion contre la grisaille qui menaçait de les engloutir. Son cœur battait avec un espoir inextinguible qu'un jour elle concevrait des espaces si magnifiques que les gens se sentiraient transformés simplement en y entrant, même lorsque des bourses étaient refusées au concours d'art par manque de parrainage. Suzanne n'a jamais abandonné sa vision, chaque revers était cousu dans son esprit comme un joyau caché, la préparant silencieusement à un avenir qui semblait impossible mais qui l'attendait au-delà des portes froides de l'orphelinat. À 15 ans, la vie de Suzanne a pris une tournure inattendue lorsqu'un organisme caritatif local lui a accordé une place entièrement financée dans un prestigieux camp d'été du Vermont, un endroit où l'élite envoyait ses enfants cultiver le leadership, la créativité et le raffinement social. Le camp était situé au bord d'un lac scintillant encadré par des pins imposants et des fleurs sauvages qui s'étendaient comme des confettis sur les collines. Suzanne est arrivée avec rien d'autre qu'un simple sac à dos en toile et un journal rempli de ses croquis. Elle est descendue du bus poussiéreux, le cœur battant, ses grands yeux bruns regardant autour d'elle les filles en short de créateurs et les garçons avec blasons familiaux cousus sur leurs sacs de sport. Malgré ses vêtements en lambeaux et sa posture humble, Suzanne se déplaçait avec une confiance tranquille qui attirait des regards obliques et des murmures étouffés. Elle n'appartenait pas, du moins, c'est ce que tout le monde semblait croire, mais pour Suzanne, chaque brise et chaque chant d'oiseau semblait être une invitation à rêver au-delà de sa situation. Timothy Vincent était déjà le prince incontesté du camp. Son charisme illuminait la salle à manger comme un lustre, chacune de ses blagues provoquant des éclats de rire et des hochements de tête enthousiastes de la part des conseillers. Il dominait les ateliers de leadership, remportait chaque course de canoë du matin et captivait les professeurs d'art avec sa compréhension rapide de la théorie du design. Pourtant, derrière son charme parfaitement équilibré se cachait une mélancolie indubitable qui persistait dans son regard lorsque personne ne regardait. Le troisième soir, lors d'une séance d'art au bord du lac, Timothy remarqua Suzanne assise seule, la tête baissée alors qu'elle dessinait une délicate fleur sauvage sur un morceau de papier recyclé. Attiré par son attention silencieuse, il s'approcha, la curiosité brisant sa distance sociale. Par ailleurs répétez, c'est magnifique, dit-il, surpris par la chaleur de sa propre voix. Surpris, Suzanne leva les yeux, le visage rouge, mais quelque chose dans ses yeux, incertain, scrutateur, adoucit sa prudence. Leur lien étincela comme une braise cachée dans l'obscurité. Au cours des semaines suivantes, ils partagèrent des matinées silencieuses à peindre côte à côte sur le quai tacheté de rosée et chuchotèrent des secrets pendant les séances d'observation des étoiles de minuit. Timothy admira la capacité de Suzanne à voir la beauté dans l'écorce des arbres craquelés et les ondulations du lac, tandis que Suzanne était enchantée par l'esprit sans effort de Timothy et la vulnérabilité qu'il essayait tant de masquer. Ils ont découvert un rêve commun de transformer les espaces et les vies. Timothy imaginait construire des centres communautaires pour les défavorisés, et Suzanne imaginait créer des sanctuaires de couleurs et de chaleur loin de leur monde respectif, de ses attentes dorées et de sa survie difficile. Il existait simplement comme deux âmes avides de connexion. Aucun des deux ne pouvait pleinement comprendre la puissance de ce qu'ils tissaient ensemble, mais chaque regard partagé et chaque rire timide plantait des racines qui changeraient à jamais la trajectoire de leur vie. Alors que l'été du Vermont s'approfondissait en soirées chaudes et couleurs miel, le lien de Suzanne et Timothy s'épanouissait en secret comme une rose sauvage poussant à travers un mur de pierre. Le jour, ils participaient à des ateliers de leadership, à des tournois sportifs et à des séances de contes autour d'un feu de camp, toujours attentifs à garder une distance polie en public. Mais au crépuscule, lorsque la lune scintillait sur le lac et que les autres campeurs sombraient dans un sommeil agité, ils devenaient inséparables. Timothy se glissait hors de sa cabine, prenant soin de ne pas réveiller ses colocataires ronflants, tandis que Suzanne marchait sur la pointe des pieds à travers le dérangé de couchettes, son cœur battant un rythme effréné dans sa poitrine. Ils se sont rencontrés à leur endroit caché sous un chêne géant près du bord du lac, où le parfum du pain et de l'eau les enveloppait comme une couverture partagée. C'est sous ce chêne que Timothy a osé l'embrasser pour la première fois, un effleurement hésitant, presque tremblant de ses lèvres contre les siennes qui les a laissés tous les deux essoufflés et stupéfaits. Dans ces moments volés, ils ont chuchoté à propos de leurs peurs les plus profondes et de leurs espoirs les plus fous. Suzanne a avoué son rêve d'ouvrir un studio de design, créant des espaces si beaux que les gens se sentaient renaître lorsqu'ils y entraient. Timothy a révélé à quel point les attentes de sa famille étaient étouffantes, comment la couronne invisible d'une future présidence pesait sur chaque respiration. Qu'il prenait les doux encouragements de Suzanne le faisaient se sentir humain, pas seulement l'héritier d'un héritage. Ils commencèrent à échanger des notes manuscrites pliées dans de minuscules bateaux, qu'ils cachèrent sous une planche branlante près du vieux quai. Chaque lettre était une bouée de sauvetage, jalonnée de confessions à l'encre et de blagues privées que seuls deux comprenaient. Leur lien devint si puissant qu'il commença à s'infiltrer dans leur vie quotidienne, malgré leur effort pour le cacher. Timothy croisait le regard de Suzanne de l'autre côté de la salle à manger, son rythme cardiaque bégayant lorsque ses lèvres se courbaient en un minuscule sourire. Elle se surprenait à esquisser son profil inconsciemment pendant les cours d'art, ses joues rougissant lorsque quelqu'un passait chaque contact de leurs doigts alors qu'ils échangeaient des notes secrètes ou partageaient des gorgées volées de limonade ressemblaient à des éclairs dansant sur leur peau. Ils commencèrent à rêver à voix haute d'un avenir ensemble, une maison modeste remplie de musique et de rire,
loin des dîners rigides et des flashs médiatiques alors que l'été touchait à ces dernières semaines, leur amour s'était épanoui en quelque chose de si féroce et indéniable que même les pins imposants semblaient se pencher plus près en écoutant les doux secrets partagés entre un garçon doré et une fille qui croyait même en la beauté dans les endroits les plus durs dans ces moments volés. Ils sont devenus le sanctuaire l'un de l'autre, une tendre rébellion contre un monde déterminé à les séparer alors que les derniers jours du camp s'éloignaient comme des feuilles baignées de soleil sur le lac. Une horloge invisible a commencé à sonner bruyamment dans la tête de Timothy à chaque sourire partagé et à chaque murmure nocturne sous le chêne. Il ressentait l'attraction d'un avenir qui n'était jamais censé être le sien. Son père, Henri Vincent, avait déjà pris des dispositions pour qu'il commence un mentorat sous la sénatrice Whitmore cet automne, et des plans étaient en cours pour annoncer Timothy comme le futur visage de la dynastie Vincent lors d'un gala de la haute société. Des lettres de la maison arrivaient quotidiennement, chaque ligne lourde de stratégie, d'héritage et de devoir. Les mots de sa mère dans une lettre le poignardaient le plus. Souviens-toi, tu n'es pas seulement Timothy, tu es l'espoir de notre famille et le futur dirigeant de cette nation. C'était un rappel effrayant que l'amour, pour eux, n'était rien de plus qu'une distraction, une vulnérabilité dangereuse qui pouvait démanteler tout ce qu'ils avaient construit pour lui. Le cœur de Timothy se tordait à chaque fois il regarda les doigts délicats de Suzanne plier leurs lettres secrètes ou tracer des plans d'étages imaginaires dans l'air. Il savait qu'il l'aimait avec une profondeur qui le terrifiait et le ravissait à la fois, mais la réalité brutale de son chemin ne lui laissait aucune place. Le nom de Vincent exigeait la perfection et exigeait qu'il évite tout scandale qui pourrait ternir l'image impeccable de la famille. Dans le silence d'une aube brumeuse, il prit sa décision finale, son poing ancrant ses pieds à la terre humide. Lorsque Suzanne apparut, portant l'un de ses croquis d'un chalet au bord du lac qu'ils avaient autrefois rêvé de partager, Timothy se força à détourner le regard. Il prononça ces mots comme des éclats de verre, chacun tranchant plus profondément qu'il ne pouvait supporter, ceci. Quoi que ce soit, ça doit finir. Nous venons de mondes différents, et je ne peux pas compromettre mon avenir. Sa voix se brisa, mais il serra la mâchoire, refusant d'atteindre ses mains tremblantes. Suzanne resta figée, le croquis glissant de ses doigts dans l'herbe mouillée. Elle essaya de parler, ses lèvres s'entr'ouvrant d'incrédulité, mais aucun mot ne sortit dans ses yeux. Il vit l'univers qu'ils avaient construit ensemble, les nuits au bord du lac, les rires silencieux, les promesses murmurées. Se briser en poussière sans un regard en arrière, Timothy se retourna et s'éloigna, chaque pas résonnant comme des coups de feu dans sa poitrine. Ce qu'il ne savait pas, ce qui entrait ces moments de calme pendant des années, c'est que Suzanne portait déjà ses enfants, une vie secrète s'épanouissant dans son corps fragile. Elle tomba à genoux, serrant la terre humide, ses larmes se dissolvant dans la brume matinale. Le garçon qui lui avait promis un avenir avait disparu, englouti tout entier par le poids d'un héritage qu'il n'avait jamais choisi. Dans cet unique et impitoyable adieu, le monde de Suzanne s'est effondré, et un nouveau monde, douloureusement résili chapitre de sa vie a commencé. Seul dans les semaines qui ont suivi le départ brutal de Timothy, Suzanne est retournée à New York, le cœur cousu de déni et d'espoir tremblant qu'il puisse écrire, appeler, changer d'avis. Mais alors que les jours se transformaient en semaines et que son silence s'épaississait comme du brouillard, elle sentait son monde se rapprocher d'elle. C'est lors d'une matinée d'hiver brutale, alors qu'elle frottait les tables d'un restaurant avant l'ouverture, qu'une vague de nausée la frappa si fort qu'elle s'effondra à genoux parmi du marc de café renversé. La réalisation lui est venue comme une tempête en mer. Elle était enceinte, ses mains tremblaient violemment alors qu'elle les pressait contre son ventre, son esprit un tourbillon des derniers mots de Timothy et l'écho des rêves s'estompant. Maintenant en poussière, sans parents, famille, ni même un ami proche sur qui s'appuyer, la réalité de Suzanne est devenue une série de choix impossibles. L'orphelinat qui lui avait autrefois offert un fragile sentiment d'appartenance a refusé de la reprendre, invoquant des politiques strictes contre le logement des jeunes femmes enceintes. Le maigre argent qu'elle avait économisé en faisant des petits boulots s'est rapidement envolé en loyer, vitamines et vêtements d'occasion bon marché assez grands. Pour cacher son ventre qui grossissait la nuit, elle se recroquevillait sur des couvertures usées dans une chambre partagée au sous-sol louée par une vieille veuve bourrue qui l'avait hébergée pendant quelques semaines par pitié avant de l'expulser. Lorsque Suzanne ne pouvait plus payer, chaque expulsion la laissait plus faible, chaque nuit sur les bancs froids du parc laissait son esprit plus brisé alors que son ventre gonflait. Suzanne menait une guerre entre le désespoir et la lueur inébranlable d'amour pour les petites vies qui fleurissaient en elle. Elle leur parlait dans le noir, chuchotant des promesses qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir, qu'ils seraient aimés, qu'elle se battrait pour eux peu importe le nombre de portes qui lui claquaient au nez. Elle fouillait dans les poubelles à la recherche de restes de sandwich, passant parfois des journées entières avec rien d'autre que de l'eau et des crackers rassis, ses doigts autrefois délicats, habitués à esquisser les courbes douces de pièces imaginaires. Elle s'est couverte d'ampoules et de plaies à force de frotter les sols en échange d'un abri pour la nuit. Pourtant, à ces moments-là, alors qu'elle traçait de doux cercles sur son ventre, Suzanne a découvert une force nouvelle et féroce. Il ne s'agissait plus de ses rêves de studio de design et de palettes de couleurs, mais de sa survie. Pour la première fois de sa vie, elle ne rêvait pas seulement de créer de beaux espaces.
Elle se battait pour construire un avenir à partir des fragments d'une vie que personne ne croyait pouvoir maintenir ensemble. Dans un abri exigu et faiblement éclairé du Lower East Side de Manhattan, les cris de Suzanne ont transpercé le silence de minuit comme une lame. La petite pièce sentait le béton antiseptique et humide, bien loin des couloirs blancs et stériles des hôpitaux qu'elle ne pouvait jamais se permettre. Une sage-femme bénévole nommée Maria, aux yeux doux et aux mains tremblantes, a fait de son mieux pour la réconforter, essuyant la sueur du front de Suzanne alors qu'elle l'exhortait à pousser. Entre les vagues de douleur, l'esprit de Suzanne a dérivé vers le chêne au bord du lac, vers celui de Timothy. Promesse murmurée, et au rêve d'une vie simple et joyeuse qu'ils avaient peinte dans l'air alors que son corps convulsait à chaque contraction, elle s'accrochait à ses souvenirs comme à une bouée de sauvetage, refusant de laisser son esprit se noyer dans l'agonie de la trahison et de l'abandon lorsque le premier cri perça enfin l'air. Suzanne sanglota, non pas de douleur, mais de soulagement brut et déconcertant. Un petit garçon se tortillant fut placé sur sa poitrine, ses petits doigts se recroquevillant instinctivement contre sa peau. Quelques minutes plus tard, un autre cri suivit, et le deuxième garçon rejoignit son frère, tous deux se tortillant dans la chaleur de l'étreinte tremblante de leur mère. Elle les nomma Daniel et David, d'après les personnages au cœur fort qu'elle avait lus lors de ses visites nocturnes à la bibliothèque alors qu'elle regardait leurs visages froissés et leurs délicates boucles sombres. Une vague d'amour féroce et inflexible la traversa chaque nuit. Vide, chaque sensation de faim, chaque travail humiliant, tout cela avait maintenant un but plus réel et urgent que n'importe quel rêve qu'elle avait jamais eu. La maternité a transformé Suzanne d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La fragile orpheline s'est endurcie en une force déterminée et inébranlable. Elle a récupéré des fournitures d'artisanat jetées et a commencé à offrir de petits services de décoration pour les cafés du coin, les laveries automatiques et les refuges pour femmes battues en échange de couches, de lait et de quelques dollars. Avec Daniel et David attachés sur son dos ou emmaillotés à proximité, elle a peint des peintures murales joyeuses, a disposé des fleurs dépareillées dans des vases ébréchés et a transformé des espaces négligés en havres de chaleur. Sa touche créative a commencé à attirer l'attention des propriétaires d'entreprises locales, qui s'émerveillaient de la façon dont elle transformait même les pièces les plus sombres et les plus froides en sanctuaires lumineux. Chaque travail, aussi petit soit-il, était une brique dans les fondations qu'elle posait pour ses fils. Chaque nuit, épuisée mais victorieuse, elle déposait des baisers sur leur front point murmurant sa promesse inébranlable qu'ils ne se sentiraient plus jamais aussi seuls et invisibles qu'elle l'était autrefois. À travers la joie simple dans les rires de son fils et la lueur d'espoir dans les yeux de son client, Suzanne a trouvé les premières fleurs fragiles de l'avenir qu'elle avait autrefois cru perdu à jamais. Avec Daniel et David devenant plus forts chaque jour, Suzanne a transformé chaque once de sa douleur en détermination brute. Elle a économisé chaque dollar qu'elle gagnait grâce à des travaux de décoration occasionnels, sacrifiant souvent ses propres repas pour s'assurer que ses jumeaux étaient bien nourris et au chaud à l'aide d'une machine à coudre empruntée et de pots de peinture jetés récupérés dans les ruelles. Elle a commencé à créer de petites pièces de design dans un minuscule espace de stockage loué qui servait également de studio. La nouvelle de sa capacité à insuffler de la vie dans des coins oubliés s'est rapidement répandue dans le quartier. Les cafés qui avaient autrefois du mal à attirer les clients ont soudainement débordé de clients désireux de photographier les peintures murales florales fantaisistes et les compositions d'inspiration vintage de Suzanne. Ses créations, pleines de couleurs dépareillées et d'une beauté inattendue, racontaient des histoires silencieuses de résilience, des histoires qui ont résonné profondément auprès d'autres propriétaires d'entreprises en difficulté. Au début, de nombreux clients la payaient des sandwichs, de vieux meubles, ou même juste un endroit chaud pour qu'elle et les jumeaux puissent dormir quelques nuits. Mais Suzanne acceptait chaque offre avec grâce, voyant chaque projet comme une autre graine plantée dans le sol rocailleux de ses rêves. Elle portait souvent Daniel et David dans une écharpe double pendant qu'elle peignait les plafonds ou disposait des panneaux peints à la main dans les vitrines des cafés, leur rire de bébé résonnant dans les rues vides du matin. Les jumeaux, avec leurs yeux brillants et curieux et leur rire contagieux, sont devenus de petites célébrités parmi les commerçants et les clients. Certains ont commencé à venir juste pour apercevoir les garçons miracles qui apportaient de la joie partout où ils allaient. Progressivement, de petits magazines locaux ont commencé à publier de courts articles sur la mystérieuse jeune mère transformant les joyaux cachés de New York. Bien que son entreprise fonctionnait encore avec des moyens limités, Suzanne a finalement gagné suffisamment pour s'offrir un studio exigu, leur première vraie maison. Elle a peint les murs avec des ciels étoilés et des jardins sauvages, le transformant en un conte de fées vivant pour Daniel et David. Chaque nouvelle commande renforçait sa conviction qu'elle était plus que l'orpheline brisée que le monde avait autrefois ignorée. À chaque projet terminé, sa confiance en elle grandissait, tout comme sa réputation. Le nom commercial de Suzanne, Opes Brush, a commencé à apparaître dans les vitrines des cafés de quartier et des panneaux communautaires. Les clients ont commencé à faire la queue, attirés par les murmures d'une femme dont le toucher pouvait redonner vie aux espaces les plus fatigués. À chaque coup de pinceau et à chaque fleur choisie, Suzanne a réécrit son histoire,
non pas comme une fille abandonnée ou une mère délaissée, mais comme une force de beauté et d'espoir s'élevant inébranlablement à travers la douleur. De retour dans le Connecticut, loin des rires résonnants de ses fils et de l'odeur de peinture fraîche dans un minuscule appartement de New York, Timothy Vincent se tenait sous des lumières aveuglantes, son nom placardé en lettres grasses sur d'imposantes bannières, une nouvelle aube pour l'Amérique à 32 ans. Il était le joyau brillant de l'héritage de Vincent, façonné par des décennies de toilettage rigoureux et d'adoration publique. Pourtant, sous l'extérieur poli, une bataille silencieuse faisait rage en lui, un tourment que lui seul pouvait entendre par-dessus les acclamations des rassemblements de campagne. Ses conseillers, un cercle de stratèges à l'œil vif et de vieux alliés familiaux, sculptaient chaque mot qui sortait de ses lèvres, chaque poignée de main était répétée, chaque sourire mesuré, chaque position méticuleusement alignée sur les données des sondages. Mais lorsqu'il regardait la mer de drapeaux flottants et de partisans aux yeux larmoyants, il y avait des moments brefs comme l'éclair, où il se sentait complètement seul. Son principal rival, le sénateur Grant Holloway, était un adversaire redoutable, un vétéran charismatique avec un puissant mouvement populaire. Leurs débats étaient électriques, chaque rencontre une arène où les idéaux s'affrontaient sous le regard féroce de millions de personnes. Le père de Timothy, maintenant frêle mais toujours en train de manier la langue assez tranchant pour trancher l'acier, lui rappelait-il quotidiennement, le pays n'a pas besoin de tes sentiments, mon fils, il a besoin de ta force. Sa mère, bien que plus attentionnée dans son approche, renforçait le même mantra par des étreintes larmoyantes et des toasts élégants lors des galas de collecte de fonds. Pourtant, chaque fois que Timothy parlait d'intégrité et d'unité, les fantômes du lac du Vermont le hantaient, le rire de Suzanne au clair de lune, ses croquis pliés en bateau en papier, l'écho de son dernier regard alors qu'il se détournait, alors que la campagne électorale s'étendait à travers les États, à travers des mairies bondées, des foires de comté boueuses et des fêtes de donateurs scintillantes sur les toits. Timothy était obligé d'affronter ses failles morales. Il regardait les familles applaudir, les petits-enfants se percher sur les épaules et les mères de la classe ouvrière brandir des banderoles faites maison sur lesquelles on pouvait lire Vincent, un nouvel avenir. Derrière chaque visage radieux, il voyait une lueur de la vie qu'il aurait pu choisir, une vie simple enracinée dans l'amour plutôt que dans l'ambition. Tard dans la nuit, dans des suites d'hôtels gardées par les services secrets, il se tenait devant des baies vitrées, serrant un verre d'eau tandis que les lumières de la ville se fondaient dans les rivières fantomatiques en contrebas. Dans ses heures privées, son esprit revenait à la fille qui lui avait appris à rêver au-delà de la politique et des sourires raffinés. Mais le lendemain matin, alors que l'aube brûlait à l'horizon, Timothy enfila son costume impeccable, ravala ses doutes et entra une fois de plus dans le monde qui n'exigeait rien de moins que la perfection. La présidence se rapprochait chaque jour, une couronne d'or qui promettait tout et, dans le même souffle, menaçait de lui enlever ce qui restait de son âme fragile. Au cœur animé du centre-ville de Manhattan, la petite mais dynamique entreprise de Suzanne, Opes Brush, commençait à attirer les murmures parmi les propriétaires de boutiques et les gérants de cafés indépendants. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle préparait une composition florale devant une boulangerie nouvellement ouverte, une femme âgée aux cheveux argentés saisissant s'arrêta sous un grand parapluie à pois. Son nom était Margaret Whitmore, une décoratrice d'intérieur à la retraite dont la carrière avait autrefois dominé les pages d'Architectural Digest et de magazines de design de luxe à travers l'Europe. Avec des yeux perçants comme des émeraudes et des doigts ornés de délicates bagues en or, Margaret resta silencieuse un moment, son regard balayant le travail de Suzanne. Après un silence pensif, elle s'avança et dit, d'une voix à la fois chaleureuse et autoritaire, « Tu as un don, ma chère, mais tu as besoin de conseils avant de te noyer dans ton propre talent brut. » Margaret invita Suzanne dans son appartement en attique, un espace à couper le souffle rempli de baies vitrées donnant sur Central Park, des murs tapissés de peintures abstraites et de meubles anciens de ces décennies à l'étranger. Nerveuse mais désespérée de grandir, Suzanne accepta l'invitation, portant les jumeaux en remorque. Margaret les accueillit avec une tendresse inattendue, préparant du thé et pliant soigneusement des couvertures pour bébé pour Daniel et David. Autour de tasses fumantes, elle commença à partager non seulement les techniques de design de haut niveau, mais aussi la philosophie derrière la création d'espaces qui évoquent l'émotion. Elle apprit à Suzanne comment superposer des textures pour raconter des histoires silencieuses, comment utiliser la lumière pour guider l'âme d'une personne à travers une pièce et comment associer les couleurs pour qu'elle danse au lieu de s'entrechoquer. Chaque leçon ressemblait à la découverte d'une carte secrète de ses rêves perdus depuis longtemps. Sous le mentorat de Margaret, Suzanne s'épanouit d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. Elle commença à recevoir des invitations pour décorer des maisons privées dans l'Upper Manhattan et de petites boutiques éphémères de luxe à Soho. Margaret l'accompagnait souvent sur des projets, une sentinelle gracieuse qui murmurait de la sagesse et corrigeait doucement ses erreurs. Ensemble, ils transformèrent des lofts abandonnés en studios enchanteurs et des salles de réception stériles en poèmes vivants. Dans l'élégant atelier de Margaret, Suzanne apprit l'art délicat de fabriquer des meubles sur mesure,
d'organiser des installations de pièces maîtresses et même de négocier des contrats avec des clients exigeants. Client au fur et à mesure que ses compétences se développaient, sa confiance et sa réputation grandissaient. Suzanne se sentait s'éloigner de la jeune fille orpheline qui avait autrefois survécu grâce au pain rassis, devenant plutôt une femme qui construisait un héritage pour ses fils. Daniel et David s'épanouissaient à ses côtés, leur rire résonnant dans les grands couloirs de Margaret, tissant chaleur et nouveaux souvenirs dans chaque leçon. En Margaret, Suzanne a trouvé non seulement un mentor mais un ange gardien, quelqu'un qui voyait son potentiel non pas comme un risque mais comme un avenir à nourrir. La nouvelle des transformations époustouflantes de Suzanne a commencé à se répandre au-delà des petits cafés et des librairies de quartier chaleureuses pour atteindre le monde raréfié de l'élite sociale de New York. Tout a commencé subtilement, une vente aux enchères caritatives dans le Upper East Side où elle avait conçu une arche florale si magique que les invités refusaient de partir sans la photographier. Une rédactrice de mode d'un grand magazine de style de vie se trouvait par hasard parmi les participants. Ses yeux s'écarquillèrent tandis qu'elle murmurait à ses collègues à propos de la jeune femme qui pouvait transformer une salle ordinaire en un rêve né du clair de lune et de jardin sauvage. En peu de temps, le nom de Suzanne devint un doux murmure dans les couloirs des Pantouzes et des halls d'hôtels de luxe, toujours prononcé avec la révérence réservée à un nouvel artiste au bord de la brillance. La première percée majeure de Suzanne arriva lorsqu'un puissant collectionneur d'art, Léonard Strauss, lui commanda la décoration d'un gala privé présentant sa collection de sculptures et de peintures rares. Tremblante d'excitation et de peur, Suzanne mit chaque goutte de son cœur dans le projet. Elle transforma l'immense galerie en une toile vivante, tissant des rideaux de soie et des abat-jours irisés, et fabriquant à la main des lanternes lumineuses en papier qui flottaient telles des méduses éthérées au-dessus des invités. Lorsque la sculpture finale fut dévoilée, un silence de stupeur se répandit dans la foule, dont beaucoup n'avaient jamais été autant émus par le décor ce soir-là. Tandis que les flûtes de champagne trinquaient et que les flashs des appareils photos s'allumaient, Suzanne se tenait silencieusement près de l'entrée, accompagnée de Daniel et David en costume minuscule, leurs yeux écarquillés s'imprégnant du monde que leur mère leur construisait. Après cette soirée, les vannes se sont ouvertes. Les invitations ont afflué à une vitesse fulgurante, réceptions de mariages prestigieuses dans les Hampton S Mansions, banquets de l'Art Foundation à Chicago et galas exclusifs à Los Angeles. Chaque événement a posé de nouveaux défis et a poussé Suzanne à approfondir sa créativité, chaque succès renforçant sa confiance autrefois fragile. Bien qu'elle porte encore les cicatrices de son passé, chaque coup de pinceau, chaque pétale soigneusement choisi, chaque lustre étoilé lui rappelait qu'elle n'était plus seulement la jeune fille abandonnée de l'orphelinat. Elle était devenue une architecte de la joie, une poète silencieuse qui transformait les pièces vides en symphonies de couleurs et de lumière. Daniel et David, présents à chaque événement, devinrent de petits assistants confiants, charmant les invités avec leur sourire timide et leurs récits sur la magie de leur mère. Lentement mais inexorablement, Suzanne se retrouva aux confins d'un monde qu'elle n'avait autrefois aperçu qu'à travers la vitre poussiéreuse d'une bibliothèque. Elle y pénétrait maintenant avec audace, la tête haute et le cœur grand ouvert. Charlotte Whittaker s'était invitée dans la vie de Timothy telle une tempête hivernale balayant un verger fragile, élégante, glaciale et implacable. Fille du magnate du pétrole Gregory Whittaker et de la mondaine Meredith Lagne, Charlotte avait été préparée au pouvoir dès l'enfance. Ses journées étaient remplies de récitals de piano, de cours d'escrime et de cours d'étiquette, la préparant ainsi à côtoyer l'homme le plus puissant de la salle, ou à le devenir elle-même. Lorsqu'elle fut présentée à Timothy lors d'une collecte de fonds à huis clos à Boston, ce fut moins une simple présentation qu'une transaction commerciale scellée au champagne et aux acquiescements silencieux de leurs équipes respectives. Charlotte considérait Timothy non pas comme un partenaire à aimer, mais comme un atout stratégique à peaufiner et à contrôler. Elle avait un esprit vif comme celui d'un grand maître d'échecs, avec 3 coups d'avance, chaque pièce calculée, sans aucune place pour l'affection spontanée ni pour les confidences vulnérables. Sa beauté était celle que les photographes admiraient, des pommettes sculptées, des cheveux platines aux ondulations parfaites et des yeux d'un bleu glacial capable de faire vaciller même les diplomates les plus aguerris. Mais sous cette perfection se cachait une ambition si vive qu'elle pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Charlotte étudiait Timothy comme on étudie un adversaire politique, analysant ses faiblesses et dessinant l'image publique qu'elle contribuerait à façonner. Lors des séances photos et des apparitions au gala, elle affichait une façade affectueuse, ses doigts effleurant son bras, ses lèvres dessinant de délicats sourires qui s'arrêtaient juste avant ses yeux. En privé, cependant, ses conversations étaient transactionnelles, centrées sur les projections de campagne, la perception du public et les prochaines apparitions. « Il faut qu'on aille à l'hôpital pour enfants le mois prochain », disait-elle sans chaleur, en feuilletant des calendriers d'événements. « Ça adoucira ton image avant l'annonce de politique économique. » Pour Charlotte,
l'amour n'était pas un ingrédient indispensable, c'était un luxe désuet. À l'opposé, le souvenir de Suzanne hantait Timothy comme la mélodie d'une symphonie perdue. Là où Charlotte respirait une précision froide, Suzanne irradiait une chaleur capable de dissiper les plus profondes insécurités. Le rire de Suzanne avait toujours résonné librement, sa compassion transparaissant dans chaque regard et chaque contact. Timothy se surprit à regretter ses nuits sous les étoiles au bord du lac, le doux effleurement des doigts de Suzanne dans ses cheveux, ses rêves murmurés d'un minuscule studio de design baigné de soleil et de couleurs douces. Avec Charlotte, chaque instant semblait mis en scène, chaque baiser répété pour le flash des appareils photo plutôt que partagé pour l'émotion sincère. L'âme de Timothy commença à souffrir sous le poids de cet amour construit, le gouffre entre sa personnalité publique et son vide personnel devenant de plus en plus infranchissable. Tandis que Charlotte continuait de façonner leur image avec une efficacité impitoyable, Timothy s'éloignait de plus en plus de l'homme qu'il rêvait de devenir et de l'amour qui lui avait jadis promis de le libérer de toutes les prisons dorées. Sous les lustres étincelants du musée d'art le plus exclusif de New York, l'air résonnait des toasts au champagne et des bavardages des personnalités les plus influentes de la société. Le gala annuel des visionnaires du nouveau siècle était le joyau de la saison, un spectacle captivant qui attirait sénateurs, célébrités et milliardaires du monde entier. Cette année, le comité de l'événement avait fait un pari audacieux en choisissant une jeune créatrice dont le talent unique pour insuffler chaleur et émerveillement dans chaque pièce avait captivé l'imagination de la ville, Suzanne Jonah. Après des années de galère dans des couloirs miteux et de promesses non tenues, Suzanne se tenait maintenant devant un hall d'entrée imposant, dirigeant fleuriste et équipe d'éclairage avec une autorité discrète. Son regard scrutait chaque recoin, ses mains en mouvement constant, lissant ici un rideau de velours, là une lanterne dorée. Daniel et David, désormais jeunes garçons vifs et curieux, la suivaient, offrant des commentaires enjoués et égayant l'esprit de chaque employé. Suzanne avait mis toute son âme dans ce gala. D'imposantes arches florales brillaient de guirlandes éthérées, et une imposante pièce maîtresse mettait en scène de délicats oiseaux en origami qui semblaient s'envoler sous les lucarnes éclairées par la lune. Chaque détail murmurait son histoire, la résilience se transformait en éclat, les épreuves se transformaient en beauté époustouflante. Tandis qu'elle travaillait, ses fils riaient à proximité, charmaient les décorateurs et sirotaient quelques gorgées de soda à l'orange sous le regard attentif de Margaret Whitmore, qui avait insisté pour venir superviser les dernières touches. La confiance tranquille de Suzanne irradiait dans le grand hall, créant une atmosphère si intime et onirique que même les invités les plus fortunés se sentiraient bientôt transportés dans un autre monde, un monde né de ses cicatrices et de son espoir inépuisable. Pendant ce temps, Timothy arrivait dans une élégante limousine noire, Charlotte à ses côtés, son bras passé au sien avec une grâce mécanique. Les flashs des appareils photos des journalistes illuminaient les marches du musée tandis qu'ils posaient sous la grande bannière de l'événement. À l'intérieur, tandis que Timothy était accompagné dans le hall par ses assistants et conseillers, il marqua une pause, frappé par la beauté envoûtante de la pièce. Quelque chose dans la courbe des lanternes, la lueur des fleurs, réveilla sa mémoire au plus profond de lui-même, un lac au clair de lune, une fille aux doigts maculés de peinture, des promesses murmurées dans l'air estival. Mais avant qu'il puisse suivre le fil de la reconnaissance, le murmure aigu de Charlotte interrompit sa rêverie. Un sourire. Les photographes regardent. Il se retourna, son sourire expert se forma, inconscient qu'à quelques pas de là, la femme qui avait été son univers tout entier se déplaçait avec calme, concentration et grâce, ses mains façonnant un rêve qui allait bientôt s'écraser sur son illusion soigneusement construite. Dans cette vaste salle, leur monde tournoyait l'un autour de l'autre comme des fantômes dans l'obscurité, si proches qu'ils se touchaient presque, mais toujours séparés par des années de choix et de secrets dont aucun ne savait qu'ils étaient sur le point d'exploser. Dans les jours précédant le gala, Daniel et David devinrent les armes secrètes inattendues de Suzanne, des étincelles de lumière vivante dans chaque pièce où ils pénétraient. À 8 ans, ils possédaient un émerveillement qui faisait fondre même les cœurs les plus glacés. Leur rire inondait le musée tel des oiseaux malicieux, et leur énergie débordante transformait l'atmosphère tendue et ardue des préparatifs du gala en une fête familiale. Suzanne, d'abord réticente à les inviter, découvrit que leur présence offrait une magie unique qu'aucun artiste ne pouvait égaler. Qu'ils lui tendent soigneusement de petits bouquets ou qu'ils disposent des bougies votives en forme fantaisiste, les jumeaux abordent chaque tâche avec le sérieux et le dévouement de petits artistes. Les ouvriers et les traiteurs, autrefois silencieux, se retrouvent à rire et à encourager les garçons, entraînés dans leur orbite innocente. Lors des répétitions finales, les jumeaux se précipitent sous d'imposantes arches florales et des guirlandes lumineuses dissimulées, laissant des éclats de rire dans leur sillage. David, le plus audacieux des deux,
se mit à raconter aux visiteurs des anecdotes touchantes sur la façon dont il avait contribué à la conception des lanternes suspendues ou supervisé les livraisons de fleurs. Daniel, plus observateur et introspectif, proposa discrètement à Suzanne des suggestions sur l'emplacement de certaines décorations pour leur plus grand bonheur. Leur esprit contagieux se répandit sur tous ceux qui les entouraient. Les photographes qui se préparaient pour le tapis rouge ont été charmés par les clichés spontanés des garçons, tombant instantanément sous le charme de leur charisme espiègle. Même les organisateurs d'événements les plus expérimentés se sont penchés pour plaisanter avec eux, captivés par leurs yeux brillants et leur optimisme débordant. Le soir du gala, les invités ont presque immédiatement remarqué les jumeaux. Vêtus de smoking miniature sur mesure, ils traversaient le grand hall tel de minuscules ambassadeurs de la joie, saluant mondains et mécènes de compliments innocents et sincères. Ta robe ressemble à un coucher de soleil. Daniel gazouillait à une héritière stupéfaite, tandis que David proposait avec assurance d'accompagner une philanthrope âgée jusqu'à son siège. Leur chaleur sans filtre transperçait la formalité de la pièce comme la lumière du soleil à travers un vitrail, suscitant admiration murmurée et doux sourire même chez les invités les plus stoïques. Suzanne observait de loin, le cœur gonflé d'une fierté douce amère. Dans chaque pièce où ils pénétraient, Daniel et David laissaient une empreinte plus profonde que n'importe quelle composition ou fresque murale, un rappel que malgré ses difficultés, malgré tous ses sacrifices, elle avait élevé des garçons qui transformaient la douleur en rire et la beauté en lien. Ce soir-là, les jumelles commencèrent, sans le savoir, à tisser un nouveau chapitre de l'histoire de Suzanne, un chapitre qui allait bientôt entrer en collision avec un monde de secrets qu'elle pensait avoir laissé derrière elle à jamais. Après le succès retentissant du gala, le nom de Suzanne devint un fil rouge dans la haute société new-yorkaise. Des articles dans les magazines de design les plus prestigieux la décrivaient comme une visionnaire, capable de créer de la poésie à partir de pétales et de soie, et les mondains murmuraient son nom lors des brunchs sur les toits comme s'il s'agissait d'un trésor fraîchement découvert. Parmi les yeux silencieux qui observaient depuis les fenêtres polies du Penthouse se trouvait Charlotte Whittaker. Tout en feuilletant une double page glacée présentant l'époustouflant des fleuries du gala, Charlotte marqua une pause, ses longs doigts tapotant pensivement la photo de l'arche sous laquelle elle et Timothy avaient posé pour les donateurs. Elle n'était pas du genre à laisser les détails importants au hasard, et pour son mariage à venir, un événement télévisé mondial et salué comme l'événement mondain de la décennie, elle exigeait le meilleur, quelles que soient ses origines ou son passé. Après un hochement de tête glacial à son organisateur de mariage, elle ordonna à l'entreprise de Suzanne, Opes Brush, de s'occuper immédiatement de son projet. Lorsque Suzanne reçut la demande, elle faillit raccrocher. Cette mission était le genre de moment décisif dont rêvent les designers depuis des décennies, une occasion de mettre en valeur son art à une échelle si grandiose qu'elle pourrait lui assurer une renommée internationale à vie. Mais en lisant les informations sur le client, son cœur fit un bond, Timothy Vincent. Ce nom, autrefois un écho intime dans ses rêves, planait désormais sur elle comme un nuage d'orage. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle feuilletait les documents de la proposition initiale, les mots se brouillant sous une vague de nausée et d'incrédulité. Elle songea à décliner, à se réfugier dans la sécurité de petits projets locaux, mais elle jeta un coup d'œil à Daniel et David, affalés par terre, construisant de minuscules forts avec du papier craft et des bâtons de colle. Elle comprit que se détourner de tout cela équivalait à se détourner de la vie qu'elle avait tant lutté pour leur construire. Avec la main rassurante de Margaret Whitmore sur son épaule, Suzanne décida d'accepter. Elle s'est jurée d'aborder cet événement comme n'importe quel autre, avec concentration, professionnalisme et une volonté inébranlable de transformer les lieux en havre de paix. Alors que les réunions de planification commençaient, elle enfouissait sa douleur intime sous des croquis de rideaux fleuris en cascade, de lustres scintillants et de tables romantiques conçues pour éblouir un public venu du monde entier. Tandis que clients et organisateurs louaient ses concepts visionnaires, Suzanne s'efforçait de garder son sang-froid, même si chaque mention du nom du marié menaçait de briser le fragile barrage qu'elle avait construit autour de son cœur. Elle était loin de se douter que chaque rose soigneusement disposée, chaque lueur de bougie préparait le terrain pour des retrouvailles qui dévoileraient tous les secrets qu'elle avait enfouis si profondément et redéfiniraient l'avenir de tous ceux qui étaient empêtrés dans le mensonge chatoyant d'un mariage parfait. Par une fraîche matinée de printemps, la grande salle de bal du domaine Vincent vibrait du bourdonnement discret des préparatifs. Des lustres en cristal scintillaient sous le lever du soleil doré, des compositions florales grimpaient sur des piliers de marbre tels des vignes enchantées, et de délicats rideaux blancs ondulaient dans la douce brise qui soufflait par les portes-fenêtres ouvertes de la terrasse. Suzanne se déplaçait d'un pas vif entre les tables, ses mains apportant la touche finale au centre de table, son esprit étant une forteresse de calme qu'elle s'efforçait de maintenir. Daniel et David, vêtus de chemises en lin et de bretelles assorties, portaient des paniers de pétales de rose,
leur rire résonnant comme des carillons dans le vaste hall. Pour eux, ce n'était qu'un autre projet magique avec leur mère, une aventure promettant plateau de dessert restant et sieste discrète derrière des rideaux de velours. Pour Suzanne, ce fut un véritable combat émotionnel qu'elle dut affronter d'un pas sûr et d'un cœur inébranlable. Timothy arriva des heures plus tôt que prévu, espérant répéter son discours d'entrée et vérifier l'aménagement final de la salle avant l'arrivée des médias. L'équipe de sécurité l'accueillit solennellement, mais il leur fit signe de partir, l'esprit embrumé par les angoisses de dernière minute et la lourde conscience que son mariage n'était pas seulement une union, mais la clé de voûte de son image publique. En entrant dans la salle de bal, la beauté des lieux le réduisit au silence. Il s'arrêta sous l'arche d'orchidées fraîches, s'imprégnant du motif lunaire qu'elle avait tissé dans chaque composition. Les parfums, les subtils dégradés de couleurs, quelque chose en eux réveilla une douleur à moitié oubliée au plus profond de sa poitrine. Puis, au milieu de la pièce, il la vit. Suzanne, debout sur une échelle, ajustait le bord d'une guirlande de lanterne, ses cheveux attachés en mèches lâches retombant doucement autour de son visage. À cet instant, le temps s'abattit sur Timothy tel un raz-de-marée. Chaque rire volait au bord du lac, chaque lettre secrète, chaque rêve murmuré sous un ciel éclairé par la lune lui revenait en mémoire. Ses genoux fléchirent, sa respiration s'accéléra, et il s'avança instinctivement, la bouche muette. Avant qu'il puisse prononcer son nom, son regard se posa sur les deux garçons en contrebas, riant et se lançant des pétales de rose. Ils se tournèrent vers lui, leurs yeux marron foncé identiques aux siens, leurs boucles identiques qu'il avait autrefois lissées sur la tête de Suzanne lors d'après-midi tranquilles dans le Vermont. Cette révélation explosa en lui comme un soleil. Suzanne se retourna à cet instant, ses grands yeux se fixant sur les siens, et il y vit un flot d'amour, de douleur, de défis et mille histoires qu'il n'avait jamais écoutées. L'espace d'un instant, la salle entière retint son souffle. Puis le silence se brisa, les émotions s'échauffant comme une tempête, brisant le masque de porcelaine qu'il portait depuis des années. Dans cette salle de bal scintillante, sous le poids des lustres et des secrets, leurs mondes finirent par entrer en collision d'une manière que personne, pas même les architectes méticuleux de son avenir immaculé, n'aurait pu prévoir. L'espace d'un instant, la salle de bal entière sembla exister hors du temps. Les pétales flottants des mains joueuses de Daniel et David se figèrent en plein vol, et les lustres scintillants au-dessus d'eux semblaient observer dans un silence solennel. Le visage de Timothy pâlit, ses doigts tremblant le long de son corps tandis qu'il fixait les deux garçons, reflet parfait et vivant d'un amour qu'il croyait avoir enfoui dans le sol de l'ambition. Suzanne descendit lentement l'échelle, ses mouvements précis et réfléchis, chaque pas faisant écho à ses années de souffrance silencieuse et de victoire personnelle. Quand ses pieds touchèrent le sol, elle se redressa, le menton levé, les yeux rivés sur ceux de Timothy, comme pour le mettre au défi de nier la vérité qui hurlait maintenant entre eux. Timothy s'avança, la voix nouée dans sa gorge. « Suzanne » murmura-t-il, le nom s'échappant de ses lèvres comme une prière et une malédiction à la fois. Mais avant qu'il puisse faire un pas de plus, Suzanne leva une main tremblante, ses paumes fendant l'air comme une lame. Sa voix était claire et tranchante, chaque mot étant façonné par des années de chagrin ravalé. « N'ose pas » commença-t-elle, son regard se portant brièvement sur les garçons qui se tenaient maintenant derrière elle, sentant la tempête sans encore en saisir la puissance. « N'ose pas faire semblant d'être choqué ou désolé. Tu as choisi ta couronne plutôt que nous, plutôt que moi. Tu m'as laissé me battre seul, accoucher seul, construire chaque parcelle de cette vie avec ces garçons pendant que tu paradais à la poursuite des votes et des séances photos. » Ces mots ont déchiré l'air, la vérité s'est déversée avec la force d'une rivière débordant d'un barrage. À cet instant précis, Charlotte est entrée dans la salle de bal, entourée de deux organisatrices de mariage et d'une maquilleuse aux petits soins pour sa robe. Elle se figea en plein milieu d'un pas, ses yeux perçants se plissant tandis qu'elle observait le tableau. Suzanne se tenait fièrement devant Timothy, les jumeaux aux boucles identiques, les pétales à leurs pieds comme la preuve d'un secret explosé. La prise de conscience frappa Charlotte par vagues, chacune renforçant la fureur qui se cachait derrière son air froid. Elle s'avança à grands pas, sa voix tranchante comme un couteau, tranchant la pièce. « C'est le cirque que tu cachais ?» La femme en haillons et ses enfants de charité, siffla-t-elle, les yeux lançant des éclairs de venin en se tournant vers Timothy. « Espèce de lâche. Tu as tout gâché. » Des exclamations de surprise parcoururent la salle tandis que le personnel et les décorateurs jetaient un coup d'œil derrière les colonnes, les yeux écarquillés d'horreur et de fascination. À cet instant, l'univers soigneusement sculpté de Charlotte se brisa irrémédiablement. Les journalistes qui attendaient dehors sentirent que quelque chose clochait et commencèrent à envahir l'entrée, caméra prête.
Timothy resta paralysé, pris entre l'implosion de son image publique et la vague inexorable de la vérité. Suzanne prit Daniel et David dans ses bras, leurs petits visages pressés contre sa poitrine, tremblant sous le poids de la confrontation. Lançant un dernier regard noir à Timothy, elle se tourna vers la sortie, la colonne vertébrale droite et intacte. Dans le silence qui suivit, le cri furieux de Charlotte résonna sur le sol de marbre, annonçant le scandale public qui allait bientôt dévorer les gros titres du monde entier. Mais au milieu du chaos et des ruines, les pas de Suzanne résonnèrent de la force tranquille d'une femme qui avait enfin retrouvé chaque parcelle de son histoire volée. Quelques heures après la confrontation explosive dans la salle de bal, le monde extérieur au domaine Vincent explosa tel un volcan. Les journalistes, déjà en poste pour le spectacle du mariage, se sont empressés de diffuser le scandale inattendu en temps réel. À la tombée de la nuit, les gros titres fusaient dans tous les grands médias, l'amour secret et les jumeaux des candidats à la présidentielle étaient révélés, les fiançailles de Charlotte Whittaker étaient en plein chaos. Et qui est la mystérieuse mère des enfants de Vincent? Des camions satellites encombraient la pelouse devant la maison, des drones bourdonnaient au-dessus du domaine tels des frelons furieux, et les journalistes lançaient des questions aux grilles tandis que les forces de sécurité s'efforçaient de maintenir l'ordre. Les écrans de télévision affichaient des images de la confrontation acharnée de Suzanne, reconstituées à partir d'images de caméras cachées divulguées par un employé désespérément en quête d'un salaire. À l'intérieur du manoir, Timothy se retira dans son bureau privé, le seul endroit où il se sentait autrefois maître de la situation. À présent, il arpentait la pièce comme un fantôme enfermé dans une cage dorée, son téléphone vibrant sans cesse d'appels de directeurs de campagne, de donateurs et de chefs de parti, tous exigeant des explications et un contrôle immédiat des dégâts. Chaque bague lui semblait un clou de plus enfoncé dans le cercueil de l'image soigneusement façonnée qu'il avait passé sa vie à construire. Dans les couloirs, Charlotte se lança dans une violente tempête d'accusations, jetant des vases et brisant des photos de fiançailles encadrées, sa voix stridente résonnant dans les couloirs de marbre. Son sang-froid, autrefois inébranlable, s'effondra lorsque les chaînes d'information rediffusèrent en boucle sa réaction outragée, décortiquant chaque grimace, chaque syllabe. Elle avait misé son avenir sur ce mariage, et maintenant son empire soigneusement organisé de sympathie publique et d'alliances de pouvoir s'effondrait dans une avalanche imparable. Dehors, la perception du public sur Timothy s'est transformée du jour au lendemain, passant d'un visionnaire inspirant à un homme se cachant derrière des promesses creuses et des contradictions morales. Des éditoriaux décortiquaient l'hypocrisie d'un dirigeant qui prêchait les valeurs familiales tout en abandonnant la femme qu'il prétendait aimer et les enfants qu'il avait engendrés sans le savoir. Les manifestants se sont rassemblés devant les bureaux de campagne, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « La personnalité compte » et « Nous méritons la vérité ». Les donateurs ont massivement retiré leur soutien, et les soutiens politiques clés se sont évaporés comme la rosée du matin. Pendant ce temps, les journalistes se sont empressés d'interviewer Suzanne, cherchant désespérément à découvrir sa version des faits, celle de l'orpheline qui a construit un rêve à partir de briques et de brocs et élevé des jumeaux pour en faire des symboles d'espoir et d'innocence. Tandis que l'empire politique de Timothy s'effondrait brique par brique sous les feux de l'opinion publique, Suzanne restait réfugiée dans le pantouse de Margaret, serrant Daniel et David contre elle tandis que le monde s'emballait. L'héritage vincentien, autrefois impénétrable, désormais criblé de fractures et de scandales, était au bord de l'effondrement. Et tandis que les médias s'activaient comme des requins, l'Amérique observait avec fascination un homme préparé à devenir président affronter le prix dévastateur des mensonges qu'il avait choisi de vivre. Lorsque Timothy monta à la tribune pour ce qui allait être son dernier discours public, le monde retint son souffle. Fini les répétitions soignées et le vernis chatoyant de la perfection politique. Sa voix, autrefois inébranlable, tremblait tandis qu'il s'avançait dans la mer de flashs d'appareils photo, chaque lumière rappelant les promesses non tenues et les vérités trahies. Les yeux cernés et une vulnérabilité à vif que le public n'avait jamais vue, il annonça sa décision de se retirer de la course présidentielle, de se détacher de l'héritage qui avait façonné et emprisonné chacun de ses souffles depuis l'enfance. J'ai échoué non seulement en tant que leader, mais aussi en tant qu'homme, confessa-t-il, la voix brisée par les images de Suzanne et de leur fils qui envahissaient son esprit. Chaque mot lui semblait un petit acte de pénitence, chaque larme un appel silencieux à l'humanité qu'il s'était longtemps refusé. Lorsqu'il a démissionné, les experts ont explosé de stupeur, certains criant à la lâcheté, d'autres le saluant comme le premier véritable acte de courage qu'il ait jamais montré. Loin du chaos et du pantouse de Margaret Whitmore, Suzanne a regardé le discours, Daniel et David curlent serrés contre elle. Bien que les médias aient réclamé sans relâche ses interviews, Suzanne les a toutes déclinées, préférant se concentrer sur sa nouvelle lucidité et la fragile guérison de sa famille.
Grâce au soutien indéfectible de Margaret et à un regain d'intérêt international, elle a décidé de transformer OPSBrush en agence de design internationale. En quelques mois, son approche unique, mêlant narration et transformation d'espace, a donné naissance à des collaborations avec des musées d'art parisiens, des centres culturels tokyoïtes et des hôpitaux pour enfants à travers l'Europe. Partout où elle a travaillé, Suzanne a insufflé à chaque espace chaleur, compassion et l'humanité vibrante pour laquelle elle s'était battue toute sa vie. Daniel et David s'épanouissaient dans ce monde de créativité et de voyage, leur curiosité innocente insufflant vie à chaque nouveau projet, leur rire résonnant dans les grands halls et les cours ensoleillés des quatre coins du monde. Timothy, libéré des couloirs de marbre et des salles de stratégie politique, trouva pour la première fois du réconfort dans la simplicité. Il s'intégra discrètement dans l'univers de Suzanne, non pas comme un leader ou une personnalité publique, mais comme un homme imparfait cherchant à gagner sa place à ses côtés et dans le cœur de ses fils. Dans une paisible ville côtière, loin des caméras et des slogans de campagne, ils trouvèrent une petite maison drapée de lierre surplombant la mer. Les matins étaient rythmés par les cris de joie de Daniel et David, se poursuivant sur les plages de sable, et les nuits par des histoires murmurées sous un ciel étoilé. Suzanne et Timothy passèrent de longues heures à rétablir la confiance, chaque confession, et à poser une nouvelle pierre sur les fondations d'une vie nouvelle et authentique. Dans cette maison, au milieu des pots de peinture, du vent marin et des rires des enfants, ils ont découvert un amour qu'aucune couronne ni aucun titre ne pourrait remplacer. Ils n'avaient plus besoin de l'approbation du monde, seulement du pardon de l'autre et de la chaleur d'un foyer bâti non sur l'ambition ou l'image, mais sur la vérité, la résilience et l'amour inconditionnel. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.